Alors, ça y est, je pense que nous y sommes. Alors, je pense avoir eu un petit problème tout à l'heure, sans en être sûr. Peut-être qu'on était en direct, peut-être qu'on ne l'était pas. En tout cas, voilà, il semblerait que maintenant ce soit bon. En tout cas, je l'espère. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler. Oui, je vois un petit truc en direct, donc c'est bon. Aujourd'hui, on vous parle de la bêta-alanine. C'est un acide aminé qui est connu par les sportifs pour décroître pardon, la fatigue et pour permettre d'augmenter le travail musculaire en jouant un rôle de tampon contre l'acide lactique. Alors, une fois consommée, ben, la bêta-alanine s'assemble avec un autre acide aminé qui est appelé la L-histidine pour former pardon, la carnosine. Alors, les recherches ont montré que la carnosine peut retarder et réduire l'accumulation d'acide lactique dans le muscle et cela retarde donc la fatigue et permet des exercices de plus haute intensité. Alors, extrêmement efficace pour améliorer ses performances physiques, elle permettrait également de réduire les signes de l'âge, de stimuler l'immunité et d'aider à la perte de poids. Alors, bonsoir Amine, ou bonsoir pour la deuxième fois. Peux-tu nous dire ce qu'est la bêta-alanine? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde pour la deuxième fois. Donc la bêta-alanine est un acide aminé qui appartient à la catégorie des acides aminés bêta, parce qu'on a aussi l'alpha-alanine, mais qui est moins intéressante en tout cas chez l'humain. Donc tout ce qu'on a, c'est la bêta-alanine qui a tous les effets qu'on connaît et qu'on va essayer de développer au cours de cette intervention. Donc, c'est un acide aminé qui n'est pas protéinogène, pardon, c'est-à-dire qui ne sert pas à construire des protéines. Il y a certains acides aminés qui servent à construire des protéines, à stocker des protéines au niveau des muscles, et donc la bêta-alanine n'en fait pas partie. La bêta-alanine a d'autres fonctions, des fonctions beaucoup plus de signalisation qui sont extrêmement importantes. Et donc, ça a des fonctions sur le métabolisme énergétique, sur l'anti-âge, comme tu l'as bien fait remarquer. C'est vraiment un acide aminé clé qui est, on va dire, actuellement assez orienté sport, mais qu'on pourrait aussi utiliser dans d'autres domaines aussi. Alors, la question habituelle, comme chaque semaine, est-ce que tu peux nous parler des voies métaboliques? Oui, donc la bêta-alanine intervient dans différentes voies métaboliques et il y a certaines voies métaboliques qu'on retrouve dans la plupart des tissus, des cellules, et d'autres voies métaboliques qui sont assez spécifiques à certains organes et certains tissus. Donc parmi, par exemple, les voies métaboliques dans lesquelles intervient la bêta-alanine dans, on va dire, la quasi-totalité des tissus, c'est ce que tu avais fait remarquer au tout début, la conversion de la bêta-alanine en combinaison avec Mhm. l'histidine en carnosine. Et puis, il faut bien faire remarquer aussi que cette réaction va dans les deux sens. C'est-à-dire que à la fois la bêta-alanine avec l'histidine donne la carnosine et aussi la carnosine qui se dégrade en histidine et bêta-alanine. Donc, il y a un certain équilibre ici qu'on a dans cette réaction. Et puis, on a aussi la bêta-alanine qu'on retrouve aussi dans le cerveau, dans le système nerveux, qui se convertit aussi en combinaison avec soit l'histidine, soit l'histamine, mais une forme méthylée d'histamine, la méthylhistamine. Donc, soit histidine, soit méthylhistamine, plus bêta-alanine, ça donne une molécule qu'on appelle l'ansérine, qui est aussi un dipeptide, mais qui est un dipeptide qui a un intérêt particulier dans le cerveau puisqu'il est neuroprotecteur. On connaît donc les effets de l'ansérine qui sont protecteurs contre l'Alzheimer, par exemple, Mhm. contre les problèmes de mémoire, les démences chez les personnes âgées. Et puis, on retrouve aussi dans le muscle, par exemple, la bêta-alanine qui donne l'acétate aussi, qui donne aussi la coenzyme A, qui participe aussi dans la production de la vitamine B5, donc la vitamine B5 qui est l'acide pantothénique. Donc dans sa forme moléculaire, on trouve la bêta-alanine.
Donc, ça forme la vitamine B5, coenzyme A. Donc, le coenzyme A qui est un carrefour métabolique et un carrefour énergétique extrêmement important, extrêmement connu. On connaît tous le fameux acétylcoenzyme A qui se lie au pyruvate pour ensuite entamer le cycle de Krebs, c'est-à-dire entrer dans la mitochondrie. Donc, des fonctions extrêmement importantes dans le métabolisme énergétique. Et on trouve aussi le coenzyme A dans d'autres enzymes, par exemple la succinylcoenzyme A synthase qu'on trouve dans le cycle de Krebs aussi. On a plein d'autres enzymes aussi qui contiennent le coenzyme A. Et dans ce cas, donc les effets, on va dire, métaboliques de la bêta-alanine sont très variés parce que ça se convertit en différentes molécules qui sont des molécules clés dans le métabolisme. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous parler des différentes applications de la bêta-alanine? Oui, comme on l'avait vu, donc la bêta-alanine stimule notamment donc la glycolyse et le cycle de Krebs à travers la carnosine. Donc la carnosine est connue pour stimuler la glycolyse. La stimulation du cycle de Krebs passe aussi par le coenzyme A, donc avec le fameux acétylcoenzyme A et aussi les autres enzymes du cycle de Krebs qui sont à base de coenzyme A. Et donc, dans ce sens, il est important d'utiliser la bêta-alanine pour améliorer la performance sportive. Donc, c'est l'une des applications les plus répandues de la bêta-alanine. Et puis, on a également cet effet tampon de l'acidité qu'on obtient à travers la carnosine, qui est aussi très important chez les sportifs, puisque dans le cas des sportifs, on produit beaucoup d'acide lactique. Donc, je rappelle que l'acide lactique est produit à partir du pyruvate. Donc, on a le glucose qui est comme substrat énergétique quand il arrive au niveau du cytoplasme cellulaire et notamment au niveau des fibres musculaires. Les fibres musculaires sont des cellules géantes avec plusieurs noyaux. Donc, quand le glucose arrive au niveau du cytoplasme, on va dire le SARC dégradé dans un processus qu'on appelle, soit il intègre la mitochondrie pour donner de l'énergie, de l'ATP, soit il se fermente. Donc, si on a trop de pyruvate, c'est ce qu'on a chez le sportif quand on fait un effort physique important, on a trop de pyruvate et la capacité des mitochondries à métaboliser le pyruvate est dépassée. Donc, on a toujours une certaine partie de pyruvate qui reste dans le cytoplasme et qui va se fermenter en donnant l'acide lactique et en donnant bien sûr de l'ATP. Et dans ce sens, l'acide lactique va s'accumuler. C'est pour ça que chez le sportif, on a ce mécanisme de fatigue qui se développe de plus en plus jusqu'à atteindre un certain niveau où le sportif doit s'arrêter, et ce qui est tout à fait normal. Donc, on atteint l'échec musculaire. Et ce qui se passe après, c'est que même après l'arrêt de l'exercice, donc de la séance d'entraînement, plusieurs minutes après, l'acide lactique continue à augmenter. C'est ce qu'on voit quand on mesure la lactatémie. Juste après l'arrêt de l'exercice, le lactate continue à augmenter pour atteindre un pic différé de quelques minutes après l'arrêt de l'exercice. Et ce lactate, bien sûr, a plusieurs moyens pour être recyclé. Ça peut être recyclé en glucose au niveau du foie, le cycle de Cori. Ça peut être aussi éliminé. Et entre-temps, donc, en attendant que ça soit recyclé et ou éliminé par les reins, par les poumons, par la peau, il faudrait le tamponner parce qu'il faudrait tamponner l'acidité qu'il génère, c'est-à-dire les protons H+ qu'il génère. Et donc, parmi les systèmes tampons, on a le bicarbonate qui est généré par les reins. Et donc, ça serait bien aussi de donner des choses qui vont tamponner, des substances qui vont tamponner l'acidité due au lactate. Et donc, justement, la bêta-alanine permet d'avoir des quantités importantes de carnosine qui vont tamponner l'acidité au niveau de la cellule, au niveau des muscles,
ce qui est très important pour le sportif. Donc ça, c'est un autre argument en faveur de la bêta-alanine dans son application et son utilisation chez le sportif. Donc ça accélère aussi le métabolisme. En général, parce que comme on l'avait déjà vu, ça produit de la carnosine, ça produit de la coenzyme A, ça produit de l'acétate, ça produit de la vitamine B5. Donc, tous ces métabolites interviennent dans le métabolisme énergétique en général, soit le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines. Donc, ça produit une accélération du métabolisme et dans ce sens, ça pourrait être intéressant aussi, bien sûr pas la bêta-alanine seule, mais dans la perte de poids, ça pourrait faire partie d'un protocole dans ce sens, bien sûr, en combinaison avec d'autres éléments. Donc, on avait parlé aussi auparavant de l'effet neuroprotecteur aussi à travers l'ansérine qui se forme à partir de la méthylhistamine ou de l'histidine et de la bêta-alanine. Donc, ça aussi, un effet neuroprotecteur intéressant dans ce sens-là. Et puis également, si vous avez remarqué, quand on avait parlé de la production de carnosine ou de la production d'ansérine, donc on a l'utilisation avec la bêta-alanine de l'histidine. L'histidine, c'est le précurseur de l'histamine. Et même dans le cerveau, on a même l'utilisation de l'histamine, la méthylhistamine. Et ce qui voudrait dire que quand on donne de la bêta-alanine, donc on produit de la carnosine et de l'ansérine, et dans ce cas, on puise dans le pool de l'histamine et de l'histidine, c'est-à-dire qu'on va réduire l'histamine et l'histidine. Ce qui fait qu'on a ici des effets, bon, on ne peut pas dire antihistaminiques, parce que ça a une autre signification, mais en tout cas, on diminue la quantité d'histamine, ce qui pourrait être très intéressant chez les personnes qui ont, par exemple, une intolérance à l'histamine. Bien sûr, ça ne devrait pas être le seul, c'est-à-dire le seul traitement, mais ça pourrait en faire partie. Donc, on avait parlé aussi du fait qu'il y avait un effet anti-âge, et tu en avais parlé au début, que la carnosine, elle est bien connue pour être ou ce qu'on appelle stress. Et puis on a aussi, entre autres, donc le stress glycant ou la glycation. La glycation, c'est ce qu'on remarque, par exemple, chez le diabétique. Il a régulièrement des niveaux assez élevés, des pics de glucose régulièrement dans le sang. Et comme dans le sang, on a aussi l'oxygène au niveau de l'hémoglobine, porté par l'hémoglobine. Donc, cet oxygène va oxyder, ou plutôt le glucose va se lier avec l'oxygène en glyquant l'hémoglobine, d'où le fameux biomarqueur qu'on mesure chez le diabétique, l'hémoglobine glyquée ou l'HB glyqué. Et donc, ce stress glyquant, on le retrouve aussi dans les réactions de Maillard ou les produits de réaction Maillard, ce qu'on appelle scientifiquement les AGE ou les Advanced Glycation End Products ou les produits finis de la glycation avancée, qui sont un petit peu l'équivalent des radicaux libres dans le cas du stress oxydatif. Donc, dans le cas du stress oxydatif, on a les radicaux libres. Dans le cas du stress glycant, on a aussi les AGE, comme l'acrylamide, par exemple, ou autres. Et dans ce sens, donc, la carnosine a un puissant effet anti-glycation. C'est pour ça qu'elle a cet effet anti-âge. Et puis, on va dire, pour finir sur les effets et applications de la bêta-alanine, on a aussi une stimulation du catabolisme du cholestérol. Et ça, c'est par le biais de la vitamine B5, l'acide pantothénique. Quand on dit catabolisme du cholestérol, ça ne veut pas dire forcément diminuer la quantité de cholestérol ou diminuer les taux de cholestérol, c'est plutôt la synthèse, par exemple, des hormones stéroïdiennes.
donc progestérone, testostérone, Mhm. œstrogène, donc ça provient du cholestérol. Et puis également la synthèse de la vitamine D également, qui provient du 7-déhydroxycholestérol aussi. Donc, quand on s'expose au soleil, on obtient ça. Et donc, ce mécanisme-là du catabolisme du cholestérol, on l'obtient à travers la vitamine B5. Dans le précurseur, parmi les précurseurs, c'est la bêta-alanine. Et donc, ce que je viens d'expliquer ici comme effet, application, etc., elles peuvent être orientées, donc tous ces effets peuvent être orientés directement vers l'activité sportive. Et dans ce sens, on trouve beaucoup d'études sur la bêta-alanine et la performance sportive. Donc ici, l'effet sur le sportif, etc., de la bêta-alanine, mais par rapport aux performances sportives. Performance aérobie, les sports, les activités, les efforts aérobies, ou les effets anaérobies aussi, ou plutôt les efforts anaérobies aussi, où on a aussi des effets d'amélioration significative. On a juste une catégorie de sport qui n'est pas influencée par la bêta-alanine. Ce sont les sports qui sont extrêmes, c'est-à-dire de haute intensité et de courte durée. Donc, dans les efforts qui sont supérieurs ou plutôt inférieurs à 1 minute, on n'a pas observé dans les études, en tout cas dans la majorité des études, c'est une tendance scientifique, qu'on n'a pas observé d'effet significatif sur la performance des sports qui présentent qui se font par des exercices inférieurs, dont la durée est inférieure à 1 minute. Sinon, tout ce qui est supérieur à 1 minute, que ce soit anaérobie lactique dans ce cas, ou aérobie, on obtient des résultats très intéressants en termes d'amélioration de la performance. Néanmoins, quand tu parles d'un effort de moins d'une minute, est-ce que de fait, pour une charge d'entraînement, puisqu'on sait, on sait bien que quelqu'un qui va courir un 100 mètres, en réalité, son entraînement va pas se cantonner à faire une fois un 100 mètres, mais va faire des répétitions, et pas des répétitions de 100 mètres, des plus longues distances, des plus courtes distances. Et de fait, est-ce qu'on peut considérer quand même que la bêta-alanine a son importance peut-être dans l'entraînement, plus que pour l'amélioration de la compétition à proprement parler? Tu as raison, parce que ici, dans les études, on fait des tests en fait. Mhm. C'est-à-dire, on ne teste pas sur l'entraînement ou sur des séances longues, etc. C'est clair, quand on dit que l'haltérophilie est un sport à haute intensité et de courte durée, on parle plutôt des exercices olympiques dans l'haltérophilie, Mhm. qui sont l'arraché, l'épaulé jeté. Quand on réalise un exercice, on le réalise en 3 secondes, en 4 secondes maximum. Sauf que, comme tu dis, quand on s'entraîne, on met beaucoup plus de temps. On fait des répétitions, les séances d'entraînement durent des heures, etc. Et donc là, on n'est pas en train de parler de ça en réalité. Mhm. Si on revient à ce que j'avais expliqué au tout début, la carnosine, plutôt la bêta-alanine dans son métabolisme, elle va stimuler le métabolisme énergétique aérobie, c'est-à-dire au niveau de la mitochondrie. Mhm. Et puis également, on va pas dire qu'elle va stimuler le métabolisme anaérobie lactique, mais ça va aider aussi à tamponner l'acide lactique dans ce sens. Et dans ce cas, ça va aider le sportif à dépasser un peu plus sa fatigue et donc à s'entraîner un peu plus. Mhm. Par contre, les efforts qui mobilisent l'autre filière énergétique, parce qu'on a 3 filières énergétiques, on a l'aérobie qui passe donc par la mitochondrie, d'oxydation par la mitochondrie. On a Mhm. l'anaérobie lactique, donc Mhm. c'est la fermentation du pyruvate en lactate. Ça, c'est une autre filière énergétique. On a une troisième filière énergétique qui est celle de la phosphocréatine et qui, elle, n'a strictement rien à voir avec ces deux filières énergétiques qui sont suffisamment liées. Donc, la bêta-alanine pourrait intervenir dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de ces deux filières aérobie et anaérobie lactique, mais pour les filières énergétiques, la filière énergétique phosphocréatine, où on a la créatine phosphate Mhm. qui se divise en créatine et en phosphate organique en donnant de l'ATP.
Donc ça, c'est une autre filière qu'on trouve chez les sports de force maximale et de très courte durée. Et dans ce sens, la bêta-alanine, elle pourrait aider ces sportifs au niveau des entraînements, par exemple, en les aidant à récupérer, parce que la filière aérobie sert aussi à améliorer la récupération. Ça pourrait aussi aider ces sportifs à avoir plus d'énergie, parce que les mitochondries aussi apportent de l'énergie, même chez ces sportifs. Mais il faut comprendre que la filière énergétique principale chez ces sportifs, c'est la filière anaérobie alactique, c'est-à-dire la filière de la phosphocréatine. C'est pour ça que dans les études, on trouve des résultats très significatifs par rapport à des performances anaérobie et aérobie, mais moins spectaculaires par rapport à des performances qui sont d'assez courte durée, où les efforts sont de courte durée. Mais globalement, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que ça va pouvoir aider aussi ces sportifs qui font des sports de force et de courte durée, mais dans leur entraînement, du Sur la coup, et non charge. pas dans disons, des performances ou sur des charges. OK. Ok. Est-ce qu'à ton sens, il y a des synergies qui sont intéressantes ou plus intéressantes que d'autres? Les synergies, on a certaines synergies intéressantes, notamment la taurine. Mhm. La taurine, c'est vraiment, disons, la synergie la plus intéressante, sauf que on ne peut pas combiner la taurine et la bêta-alanine en une seule prise. Il faudrait prendre séparément, parce qu'on a un transporteur qui est conjoint à la taurine et à la bêta-alanine. Et donc là, on a différentes études qui ont été faites chez l'animal et qui montrent que si on prend de la bêta-alanine, ça diminue la pénétration de la taurine au niveau du muscle. Par contre, donc ça, parce que c'est un débat scientifique, étude interposée, donc il faut bien comprendre que quand on prend de la bêta-alanine, pour que la bêta-alanine pénètre au niveau du muscle, au niveau de la fibre musculaire, on a ce transporteur qui s'appelle TAUT, c'est-à-dire T-A-U-T. Tau comme taurine, T, transporter. OK? Et c'est le même transporteur de la bêta-alanine. Ce qui fait que quand on prend de la bêta-alanine, il va y avoir une partie de ces transporteurs qui sera consacrée au passage de la bêta-alanine au niveau de la fibre musculaire. Ce qui fait que ça exclut une partie de la taurine qui ne passera pas au niveau de la fibre musculaire. Mais d'autres études ont été faites également, et ça montre que quand on prend de la bêta-alanine, le taux de taurine dans le sang augmente, ce qui s'explique, puisqu'on va avoir une accumulation au niveau du sang de la taurine. Mais également, on avait fait aussi des études avec des biopsies, et on observe que la taurine au niveau musculaire, le taux de taurine au niveau musculaire n'est pas du tout affecté. C'est-à-dire que la bêta-alanine, dans son passage dans la fibre musculaire, elle va rentrer en compétition avec la taurine, parce qu'ils ont le même transporteur, mais ça n'affecte pas le taux de taurine au niveau musculaire. Et ce n'est que, ça ne dure que pendant 2 à 3 heures, c'est-à-dire le moment, les quelques heures après la prise, 2 heures, 3 heures après la prise, le moment que la bêta-alanine passe au niveau musculaire. Et donc, dans ce sens, ça serait très, très intéressant de donner aussi de la taurine, donc pour améliorer aussi les effets de la bêta-alanine, et également pour avoir plus de taurine qui rentre au niveau du muscle. Et pour également aussi accélérer l'expression de ce transporteur. Parce que quand on donne de la taurine, les taux de ce transporteur, ou en tout cas le gène qui code pour ce transporteur, se surexprime et augmente les taux de ce transporteur. Mais il ne faudrait pas prendre en même temps, sinon on crée un effet de rareté et de compétition, ce qui fait que la taurine et la bêta-alanine seront en compétition. On n'aura pas suffisamment qui rentre au niveau du tissu musculaire.
Donc, j'ai bien expliqué cette partie-là parce qu'elle est très, très importante. Des fois, on trouve des produits qui sont mal formulés, malheureusement, et qui contiennent de la taurine et de la bêta-alanine. Donc, il faudrait les prendre, mais il faudrait les séparer en termes de prise. Et puis, également, on pourrait associer également tous les autres acides aminés qu'on donne chez le sportif en fonction du type de sport. Si c'est maintenant un sport de force, par exemple la créatine ou des BCAA, on pourrait aussi associer avec la L-carnitine, du CLA aussi, l'acide linoléique conjugué, des oméga-3 aussi, arginine, ornithine, donc tout ce qui stimule la croissance musculaire. On pourrait aussi associer, dans le cas où on donne de la bêta-alanine pour l'acidité musculaire, donc l'acidité lactique, on pourrait associer aussi avec des citrates de potassium, citrates de magnésium aussi, citrates de zinc, les bicarbonates aussi, donc pourrait être une bonne synergie. Donc, en fonction de ce qu'on veut, on a aussi des synergies, des associations intéressantes avec la bêta-alanine, mais l'association la plus intéressante reste la taurine. Merci. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des dosages requis et aussi et surtout est-ce qu'il y a des contre-indications? Pour les dosages, on a dans les études, c'est assez variable. On a des dosages qui sont assez élevés. On trouve par exemple la Société internationale des sciences du sport ou de nutrition du sport qui recommande des dosages qui sont assez élevés, entre 2 et 4 grammes pour le sportif. Sauf que je recommanderais des dosages beaucoup plus bas. Déjà que quand on sait qu'au niveau, et donc cette même société, cette même organisation explique bien, et on trouve aussi dans d'autres études aussi la même chose, que en général, quand on dépasse les 800 mg par jour, on commence à avoir des effets secondaires. Bon, ce n'est pas des effets secondaires très importants ou très graves, mais on commence quand même à avoir des sortes de paresthésie ou de fourmillement ou des choses qui ressemblent à ça. Et c'est pas très grave en réalité, mais on les a quand même quand on dépasse en général les 800 mg, les 1 gramme. C'est en fonction en fait des personnes, comment ils réagissent et leur sensibilité aussi. Donc on peut très bien prendre 1 gramme sans rien avoir. Mais on peut très bien aussi prendre 800 mg et avoir des fourmillements et des paresthésies. Rien de grave, ça disparaît en général au bout de quelques dizaines de minutes, maximum 60-90 minutes en général. Je peux confirmer pour ma part un quart d'heure, parce que je me suis Oui. amusé expressément à prendre une dose un peu plus élevée pour voir ce que ça faisait réellement. Oui. Voilà, effectivement. Et donc, je recommanderais 600 mg par jour, même y compris pour les sportifs, et je pense que c'est une quantité très suffisante, 600 mg par jour. On pourrait éventuellement aussi doubler la dose si on n'a pas, si ces effets secondaires n'apparaissent pas, si ces fourmillements n'apparaissent pas, c'est aussi très bien. Et donc ici, les fourmillements, c'est dû à un mécanisme qui fait que la bêta-alanine, donc à travers la carnosine, en se transformant ou en se convertissant en carnosine, va stimuler certains gènes qui sont en fait des récepteurs. Alors, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout ici parce que sinon, on va prendre encore une demi-heure, mais on va dire qu'on a des récepteurs au niveau de la moelle épinière, ok. Au niveau de la moelle épinière, on a des racines, ok, et au niveau de ces racines, on a des ganglions. Et donc, ces ganglions, on a certains ganglions qu'on appelle des ganglions dorsaux. Donc, c'est un endroit juste au niveau postérieur, au niveau de la moelle épinière, au niveau des racines, des différentes racines de moelle épinière. Donc, quand on dit les racines, c'est-à-dire là où sortent les nerfs racines de part et d'autre de la moelle épinière et de part et d'autre donc de la colonne vertébrale. Et donc, à cet endroit-là, on a
des récepteurs, en fait, qui sont des récepteurs sensoriels, des récepteurs de neurones sensoriels qui sont couplés à ce qu'on appelle des protéines G. Et ces récepteurs sont codés par des gènes qu'on appelle les mass-related genes, ou les gènes reliés au MAS, M-A-S. Donc les mass-related genes. Et ces mass-related genes se surexpriment, ce qui fait que ces récepteurs, l'activité de ces récepteurs augmente, et il se trouve que ces récepteurs sensoriels se terminent au niveau de la peau, au niveau de certains endroits, au niveau de la peau. Et quand on prend de la bétalanine, on a plus de carnosine, et la carnosine va stimuler ces mass-related genes qui vont stimuler justement ces récepteurs sensoriels qui se terminent au niveau de la peau, et ça donne cet effet de fourmillement qui disparaît en fait après juste quelques dizaines de minutes. Et en fait, ça correspond juste à la phase de surcompensation du taux de carnosine, parce que quand on prend de la bétalanine, ça s'absorbe, ça commence à se convertir en carnosine, monte à un certain niveau, ça atteint un pic et ensuite ça commence à diminuer parce que ça va rentrer dans les cellules, ça sera absorbé par notamment le système nerveux, par les muscles. Et donc là, on n'a plus l'effet de fourmillement. Donc, c'est un effet qui est dû à ces récepteurs. Également, donc, comme aussi, on va dire, pas effet indésirable, mais on va dire assez rare, mais ça existe. Parfois, ça a des dosages de 2 grammes ou 3 ou 4 grammes. On pourrait avoir des allergies ou des petites plaques ou des petites manifestations cutanées comme ça, des pruries enfin, ou des choses similaires. Mais c'est assez rare. Ça, c'est vraiment très rare. Mais également, on obtient ça uniquement lorsque les dosages sont élevés. Ok, donc on a aussi donc donc tout ce qui concerne aussi la femme enceinte, la femme allaitante aussi, et la femme ménopausée aussi, où on a certains débats encore sur ça. On n'a pas des notions claires, on n'a pas des données scientifiques claires sur, disons, la sécurité potentielle de l'utilisation de la béta-alanine. Donc, le mieux, c'est de ne pas utiliser au cours de l'allaitement et au cours de la grossesse par précaution. Et aussi, il y a aussi un débat pour la femme ménopausée. Il y a aussi un débat dans ce sens, parce que comme la carnosine, ou plutôt la vitamine B5, qui a en fait comme précurseur la bêta-alanine, stimule en réalité le catabolisme du cholestérol, et que ça stimule aussi donc la synthèse des hormones stéroïdiennes. Donc, ça pourrait créer certaines interférences chez la femme ménopausée, mais rien de prouvé pour l'instant, rien de clair. Donc, il y a juste un débat là-dessus. Ok, et au niveau de la prise, conseille plutôt de prendre au repas ou hors repas en fonction de ce qu'on souhaite, puisqu'il y a quand même différents effets qui sont appliqués. Si je les prends, ne serait-ce que pour les sportifs, est-ce que je les prends plutôt avant l'entraînement ou après l'entraînement ou, Ça serait intéressant de prendre, donc si on cherche un effet un effet de résistance à l'acidité lactique, ça serait intéressant de prendre, on va dire, une demi-heure avant l'entraînement. Donc, comme ça, on a suffisamment de temps pour que ça s'absorbe, pour que ça se convertisse en carnosine, pour que ça arrive au niveau du muscle. Et puis, on a aussi le temps, donc au début de l'entraînement, en général, on n'est pas très, très fatigué. Donc, c'est quand on commence à s'entraîner qu'il y a accumulation du lactate, et que plus tard, donc en général,
vers la fin de la séance que ça commence à poser problème. Donc, dans ce sens, on pourrait prendre avant l'entraînement. Mais sinon, on pourrait aussi prendre à la fin de l'entraînement, juste après l'entraînement, donc en profitant de la fenêtre métabolique dans les 20 ou 30 minutes qui vont suivre l'arrêt de l'effort. Donc là, on pourrait aussi prendre parce que ça améliore aussi l'absorption, pas uniquement de la bêta-alanine, mais de tous les autres nutriments. Donc, on pourrait prendre dans ce sens-là. Et donc, il n'y a pas vraiment de moment précis où on devrait prendre la bêta-alanine. Ok, moi, à titre personnel, hein, j'ai eu l'occasion de faire des stages sportifs et alors des stages qui durent à peu près 4 heures. Et effectivement, dans ce cas-là, j'en prends avant et j'en prends également après. Maintenant, je l'ai fait comme ça, sans trop savoir. Mais voilà. En tout cas, ça ne m'a posé aucun problème et j'ai une assez bonne récupération à la suite de ça. Aussi pour son effet peut-être un peu antihistaminique. Est-ce que c'est intéressant de le prendre avant un repas? Ça serait intéressant, oui, Mhm. justement, de prendre avant un repas. Tout dépend maintenant de l'état de la personne, du niveau d'intolérance à l'histamine, Mhm. etc. Parce que l'histamine est aussi importante dans la synthèse des enzymes digestives aussi, surtout notamment le suc digestif. L'action de l'histamine ici dans l'estomac est déterminante pour produire l'HCl et donc la conversion du pepsinogène en pepsine. Mhm. Donc, si on prend avant le repas, ça devrait vraiment être justifié, c'est-à-dire chez des personnes qui ont des histamines qui sont assez élevées. Comme ça, on pourrait moduler leur effet. Mais chez une personne qui n'a pas forcément d'histamine élevée, mais qui souffre quand même d'intolérance à l'histamine, parce que l'intolérance à l'histamine, c'est quand même un sujet qui est assez complexe. Mhm. Donc, on n'a pas forcément des taux d'histamine qui sont élevés ou explosés. On peut avoir aussi de l'intolérance à l'histamine pour d'autres raisons. Donc, dans ce sens, il ne faudrait pas, donc, si on n'a pas des taux d'histamine qui sont très élevés ou si on n'a pas une intolérance à l'histamine qui est très prononcée, on ne devrait pas prendre avant le repas. Donc, parce que ça va diminuer le taux d'histamine tout simplement et ça va diminuer donc le taux d'enzymes digestives et on va digérer mal le repas. Donc Ok. avant le repas, c'est uniquement pour les personnes qui ont des taux d'histamine élevés. Mhm. Donc sinon, ça devrait être pris en dehors des repas, donc à distance des repas. Alors, une question qui a, à mon sens, toute son importance aussi, euh, qui est posée par Céline. Je ne vois pas toutes les questions, je suis désolé, j'ai un problème d'écran, mais en tout cas, celle-ci, je l'ai vue. Est-ce que ça pourrait être considéré comme dopant? Non, ça n'a aucun effet dopant. Euh, Rien, aucun effet dopant. Donc, c'est tout ce qu'on avait Mhm. expliqué, ce sont des effets ou des adaptations normales, naturelles, physiologiques. Et d'ailleurs, il faut bien rappeler que la bêta-alanine est un acide aminé non essentiel et qu'il est synthétisé, métabolisé par l'organisme. On l'a déjà. OK, Mhm. mais on s'est rendu compte qu'en augmentant le taux de bêta-alanine, on obtient des adaptations métaboliques plus intéressantes. Donc, c'est pour ça qu'on donne de la bêta-alanine. Mais sinon, la bêta-alanine est déjà synthétisée par l'organisme. Donc, il n'y a pas de problème par rapport au dopage. Ok, eh bien, merci. Je pense que je fais le tour des questions. Je suis désolé si je ne les ai pas toutes vues. Petit souci d'écran, mais on y répondra de toute façon sans problème. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une bonne semaine, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à très bientôt, ben, la semaine prochaine. Au revoir, Amine. Au revoir, à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci.